Le 23 juillet 1945 va s'ouvrir à Paris l'un des procès les plus importants de notre histoire. Ce procès est celui de Philippe Pétain, maréchal de France, héros de la guerre de 14-18, vainqueur de Verdun, aujourd'hui accusé de complot contre la République et d'intelligence avec l'ennemi, autrement dit de trahison. Depuis le 6 mai 1945, la paix est revenue en Europe. Il y a guère plus d'un an, le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquaient en Normandie. Le 26 août 1944, Charles de Gaulle, celui qui le 18 juin 1940 avait dit non à la défaite, descendait les Champs-Élysées sous les vivas d'une foule qui comprenait peut-être ceux qui, quelques mois plus tôt, acclamaient le maréchal. C'est pourquoi l'enjeu le plus important du procès, au-delà du sort personnel du maréchal Pétain, c'est la légitimité du gouvernement provisoire de la République rassemblé autour du général de Gaulle. Que le maréchal soit absous ou condamné à une peine de pur principe, et il faudra admettre qu'il était en droit de diriger la France comme il l'a fait. Tout au contraire, que le maréchal soit condamné à une lourde peine, voire à la peine capitale, et c'est l'ignominie du régime de Vichy qui est condamnée avec lui. Ce qu'il faut, au terme de ce procès, c'est éviter que la France ne se divise entre les vaincus et les victorieux. Il faut que chacun soit convaincu que c'est seulement avec le général de Gaulle qu'il est de nouveau possible d'être fier d'être français. Pourtant, il n'a pas tenu au général lui-même que le procès se tienne, sinon par contumace. Au général Delattre de Tassigny, qui à la tête de l'armée française s'enfonce au cœur de l'Allemagne et s'inquiète de l'attitude à adopter s'il venait à rencontrer les ministres de Vichy, de Gaulle dit simplement que, pour le maréchal lui-même, il ne désirait pas qu'on eût à le rencontrer. À la frontière suisse, le général Koenig prenait livraison de celui qui avait profité de notre défaite pour supprimer la République d'un trait de plume. C'est le maréchal qui, au seuil de sa 90e année, entend venir défendre son honneur. Et pour cela, il fuit l'Allemagne où il avait été entraîné, traverse la Suisse et parvient à atteindre la France pour se constituer prisonnier. Le sort en est jeté, le procès aura lieu et en présence du maréchal. L'instruction a commencé il y a plusieurs mois. Elle a été confiée à une commission étrangement présidée par le conseiller Bouchardon, qui doit faire oublier qu'en 1942, dans l'hebdomadaire « Je suis partout », il exprimait sa haine de la République et des Juifs. Le dossier est loin d'être vide. En 1945, le maréchal se voit reprocher un complot mené de longue date contre la République, des liens avec un groupe clandestin, la Cagoule, et dès 1934, une relation particulière avec Pierre Laval. Un complot qui aurait connu son aboutissement le 16 juin 1940, lorsque le maréchal succède à Paul Reynaud et impose un armistice aux conditions détestables. Un complot, enfin, qui a permis au maréchal de se faire déléguer par l'Assemblée nationale les pouvoirs qui lui permettent de substituer à la République un État autoritaire porteur d'un ordre nouveau. Cela, c'est l'accusation d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ce qui est ensuite reproché au maréchal, c'est d'avoir imposé aux Français une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, puis d'avoir ordonné aux troupes que la France avait conservées d'ouvrir le feu sur ses alliés et les soldats de la France libre. Cela, c'est la trahison. Relève à la fois de la trahison et de l'atteinte à la sûreté de l'État, la constitution de nombreuses juridictions d'exception, la répression féroce contre les patriotes résistants qualifiés de terroristes, la constitution de forces armées composées de nervis ou d'aventuriers, la milice, la Légion des volontaires français, les Waffen-SS français. On ne sait où classer les persécutions raciales. Sur 75 000 juifs
Déportés, 2500 reviendront, soit 3% d'entre eux. Cela devrait être un des griefs les plus graves adressés au maréchal, mais cela ne sera abordé qu'incidemment, abstraitement, et ne sera même pas mentionné dans l'arrêt final. La question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Quel a été le rôle personnel du maréchal dans tout cela? C'est à la haute cour de le déterminer. Elle va siéger ici, dans la première chambre de la cour d'appel de Paris. Cette haute cour, comment est-elle composée? D'abord, la cour proprement dite. Elle comprend 3 magistrats et 2 suppléants. Les 3 titulaires sont les présidents Mongibaud, Donaguigue et Picard. Tous 3, comme tous les magistrats, à l'exception du président Didier, ont en 1941 prêté serment à la personne du maréchal. Du premier président, Alain Decaux écrira « Sans vouloir porter atteinte à la mémoire du président Mongibaud, on peut bien souligner qu'il n'a pas laissé le souvenir d'une indépendance fracassante. » Le président Mongibaud remplira cependant sa tâche convenablement, mais sans curiosité excessive. Autour de la cour, 24 jurés tirés au sort, 12 parlementaires n'ayant pas voté les pleins pouvoirs à Pétain, mais dont certains se sont simplement abstenus, et 12 résistants. Ce n'est peut-être pas la juridiction la plus impartiale, mais ce n'est pas non plus un tribunal révolutionnaire. La défense a d'ailleurs procédé à la récusation de certains des jurés en écartant les résistants communistes. Elle a omis de le faire pour un parlementaire dont elle ignore qu'il est lui aussi communiste. Cela pèsera peut-être au moment du verdict. À la droite de la cour, à gauche pour le public, le procureur général Mornay, lui aussi vieux routier des tribunaux militaires de la guerre de 14-18, il a fait fusiller Mata Hari. À la retraite en 1941, il n'a pas eu à prêter serment. Bien que souvent incisif, il saura modérer un tempérament hargneux. Attentif aux seuls documents, il ne bousculera guère les témoins. Face à la cour, derrière l'accusé, ces 3 défenseurs, tous 3 expérimentés et talentueux. Le bâtonnier Payen, ancien collaborateur de Poincaré, âgé de 77 ans, civiliste réputé, mais abordant sa première affaire pénale. Jean Lemaire, quadragénaire qui un jour sera bâtonnier à son tour, un homme d'équilibre. Jacques Izorni, enfin, 34 ans, la fougue de la jeunesse mise au service d'une éloquence exceptionnelle. On dit que s'opposant au bâtonnier Payen, Jacques Izorni a beaucoup plu au maréchal. Lorsque celui-ci, désemparé, lui aurait demandé « Que dois-je faire ?» Izorni aurait répondu, c'est lui qui le rapporte, « Soyez vous-même. Vous êtes maréchal de France, chef de l'État, ne laissez jamais porter atteinte à votre dignité. » Et à cette autre question, « Que vont-ils me faire ?» Izorni aurait répondu, « Vous condamnez à mort », scellant ainsi un pacte de confiance avec le maréchal auquel il déclare avoir fait don de sa personne. Autour d'eux, beaucoup de journalistes. On ne saurait les citer tous. Joseph Kessel, Madeleine Jacob, la tricoteuse au grand cœur, Pierre Cise, Jo London, Roger Martin Dugard, Jean Schlumberger, Léon Verte, qui laissera de remarquables impressions d'audience. Mais, bien entendu, on ne saurait oublier l'acteur principal du drame judiciaire, Philippe Pétain, maréchal de France. Droit comme un nid, dans la petite tenue d'un maréchal, 7 étoiles brillant à ses manches, il est rentré par une petite porte de côté, s'est avancé vers la cour, a soulevé son képi orné de feuilles de chêne dans un geste circulaire de salut, et alors il s'est produit une chose inouïe. La cour mise à part, l'ensemble de la salle s'est levé. Les militaires de garde ont rectifié leur position, comme si ce vieillard dont la déchéance est requise était encore au fait de sa grandeur et montrait une dernière fois la fascination qu'il avait exercée sur 40 millions de Français. En ce qui le concerne, revenons en arrière. Pendant 30 ans,
Le traître dénoncé aujourd'hui a été, avec Joffre et Foch, l'un des 3 chefs qui ont assuré la victoire de 14-18. De plus, il s'est fait, malgré la répression des mutineries de 1917, la réputation d'un général soucieux de ménager la vie de ses hommes. De Pétain, les Français n'ont conservé en 1940 que l'image superbe de celui-ci sur son cheval blanc descendant les Champs-Élysées le 14 juillet 1919. Et depuis lors, personne n'est apparu plus pacifique que Pétain. En 1934, après les émeutes de février, il a accepté d'être ministre de la Défense d'un gouvernement Doumergue constitué pour rétablir un semblant d'unité nationale. Il est dès lors sacré maréchal républicain et l'Académie française s'honore d'en faire un immortel. En 1938, Daladier aurait voulu l'accueillir dans son gouvernement et lorsque le maréchal refuse, il le nomme ambassadeur à Madrid auprès de Franco. Léon Blum écrit alors dans Le Populaire « Le plus noble, le plus humain de nos chefs militaires n'est pas à sa place auprès du général Franco ». La vérité est que jusqu'à son arrivée au pouvoir, tout le monde s'est trompé sur Pétain. La vérité, c'est aussi que le 18 mai 1940, lorsque Paul Reynaud appelle Pétain pour combattre l'Allemagne à ses côtés, la Wehrmacht a déjà envahi la Belgique et s'apprête à déferler en France à travers la forêt de Sedan, jugée infranchissable par tous, à commencer par Pétain lui-même. Le général Weygand, que Reynaud a nommé général en chef, n'a aucune peine à convaincre Pétain que la guerre est perdue et qu'une capitulation militaire étant incompatible avec l'honneur de l'armée, c'est au pouvoir civil de demander à conclure un armistice. Paul Reynaud s'y refusant, c'est tout naturellement que le président de la République fait de Pétain le chef d'un nouveau gouvernement. La suite, pour être connue, est moins évidente. Dès le 17 juin, et alors qu'aucun armistice n'est encore accepté, le maréchal, nouveau président du Conseil, annonce qu'il faut cesser le combat. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'effet est désastreux. Des centaines de milliers de soldats déposent prématurément les armes et sont faits prisonniers. Les autres continuent à se battre héroïquement, tandis que l'armée allemande fonce à la fois vers Paris et vers l'Atlantique. Le 22 juin, l'armistice est enfin conclu entre le maréchal Keitel, représentant l'Allemagne, et le général Hunzinger, représentant la France. Les 3/5 de la France seront occupés, le nord et toute la façade atlantique. Les troupes de la zone non occupée seront désarmées, à la seule exception de celles nécessaires au maintien de l'ordre. La flotte sera conservée mais neutralisée. De même pour ce qui reste de notre aviation. La France s'interdira d'aider ses alliés. Si rigoureux qu'il soit, l'armistice qui met fin au combat et préserve la vie de nos soldats paraît acceptable aux Français. Il ne les prive pas de leur empire colonial, ils conserveront un gouvernement qui fixe son siège à Vichy, et enfin, ils ont le maréchal. Personne ne prête attention à cette disposition honteuse par laquelle la France s'engage à livrer à l'Allemagne les opposants au nazisme qui avaient trouvé asile sur son sort. De cet armistice, le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre du gouvernement Reynaud, en mission à Londres depuis le 16 juin, dira qu'il n'a pas été suffisamment question au cours du procès du maréchal. Dans ses mémoires de guerre, il écrit très précisément ceci. « Aussi étais-je contrarié de voir la haute cour, les milieux parlementaires, les journaux s'abstenir dans une large mesure de stigmatiser l'armistice et, au contraire, se saisir longuement des faits qui lui étaient accessoires. » Quelle que soit la reconnaissance et le respect que l'on doit au général de Gaulle, qu'il soit permis de considérer que beaucoup de ces faits qualifiés d'accessoires ne l'étaient pas
et qu'enfin, de l'armistice, il allait être question très longuement tout au long des débats. Dans le palais de Saint-Louis, au cœur de Paris, va s'ouvrir un débat immense, lourd de conséquences. Un débat que le pays opprimé et trompé attendait depuis 5 ans. Revenons à cette première audience du 23 juillet 1945. L'acte d'accusation reproche au maréchal d'avoir fait de l'acceptation définitive de sa défaite l'article fondamental de la politique qu'a suivi le gouvernement de Vichy. L'acte met également l'accent sur l'atteinte à la dignité de la France que représente la rencontre de Montoire. Et c'est un fait que la poignée de main entre le maréchal Pétain et le chancelier Hitler, à bord du train spécial de celui-ci, arrêté en gare de Montoire le 24 octobre 1940, apparaît, malgré le flou des conversations, comme reflétant l'accord de principe d'une collaboration du vaincu avec le vainqueur. Parmi les accusations formulées, retenons encore, je cite, « cet asservissement auquel le gouvernement de Vichy s'est prêté en calquant sa législation sur celle du Reich, en mettant hors la loi des catégories de Français et en organisant la persécution contre elles à l'instar de ce qui se passait sous le régime nazi, en livrant lui-même au bourreau les victimes qu'exigeait de lui le Reich. » De quelle législation calquée s'agit-il? Celle contre les communistes, celle contre les sociétés dites secrètes, la franc-maçonnerie, mais au premier chef, cela va de soi, les abominables lois raciales évoquées expressément par le réquisitoire. Qu'on nous permette dès lors un commentaire. Que le régime de Vichy ait organisé l'exclusion et la persécution de dizaines de milliers de juifs français ou étrangers, la distinction en faveur des Français disparaîtra très vite, c'est un fait acquis. Mais s'est-il vraiment agi de calquer la législation du Reich ou s'est-il agi de mettre en œuvre un antisémitisme à la française? La question ne sera pas posée. Il est encore reproché au maréchal d'avoir aidé la machine de guerre allemande, mis sa main dans la main de l'homme, en l'occurrence Laval, qui a déclaré souhaiter la victoire allemande. Abandonné l'Indochine au Japon, permis aux forces de l'Axe de disposer de Bizerte et de la Tunisie pour le ravitaillement de leurs armées en Libye, accordé aux Allemands l'usage d'aérodromes en Syrie pour aider l'Irak à combattre les Anglais, encouragé, félicité les Français qui endossaient l'uniforme allemand, rendu hommage à Hitler, qualifié de sauveur de l'Europe et de la civilisation, s'aborder la flotte française à Toulon plutôt que de la laisser se réfugier en Afrique du Nord où elle aurait pu aider les Alliés. Enfin, l'acte d'accusation rappelle la création de nombreuses juridictions d'exception. Cour martiale confiée aux miliciens, cour de Riom chargée de juger les responsables de la défaite, voire de la guerre, et surtout ces sections spéciales qui n'hésitaient pas à condamner à mort de simples colleurs d'affiches en leur appliquant des lois rétroactives. Tout cela est finalement résumé par une formule, un associé aux ordres du Führer, tel apparaît le chef de l'État. Ces lectures étant faites, le président espère pouvoir procéder à l'interrogatoire de l'accusé. Mais celui-ci, par l'intermédiaire du bâtonnier Payen, fait part de son désir de lire une déclaration. Le président y consent et le maréchal se lève pour lire d'une voix forte un texte dont nous reproduisons les principaux passages. C'est le peuple français qui, par ses représentants, réunis en Assemblée nationale le 10 juillet 1940, m'a confié le pouvoir. C'est à lui que je suis venu rendre des comptes. La haute cour, telle qu'elle est constituée, ne représente pas le peuple français. Et c'est à lui seul que s'adresse le maréchal de France, chef de l'État. Je ne ferai pas d'autres déclarations. Toutefois, le maréchal continue longuement. Je ne répondrai à aucune question. Mes défenseurs ont reçu de moi
la mission de répondre à des accusations qui veulent me salir. J'ai passé ma vie au service de la France, j'ai mené ses armées à la victoire en 1918, j'ai répondu à tous ses appels, quels que fussent mon âge et ma fatigue. On m'a supplié de venir, je suis venu. Je devenais ainsi l'héritier d'une catastrophe dont je n'étais pas l'auteur. Oui, l'armistice a sauvé la France et contribué à la victoire des Alliés. L'occupation m'obligeait, contre mon gré, contre mon cœur, à tenir des propos et à accomplir certains actes dont j'ai souffert plus que vous. Et tout à coup, le maréchal prononce ces mots assez surprenants. Pendant que le général de Gaulle, hors de nos frontières, poursuivait la lutte, j'ai préparé les voies de la libération en conservant une France douloureuse mais vivante. Le maréchal avait raison. Les Français ont la mémoire courte. Et en ce qui concerne de Gaulle, qu'il a fait condamner à mort et déchoir de la nationalité française, la sienne n'échappe pas à la règle. Citons encore. Ma vie importe peu, j'ai fait à la France le don de ma personne. Si vous désirez me condamner, que ma condamnation soit la dernière et qu'aucun Français ne soit plus jamais condamné pour avoir obéi aux ordres d'un chef légitime. À votre jugement répondront celui de Dieu et celui de la postérité. Ils suffiront à ma conscience et à ma mémoire. Je m'en remets à la France. Tout ceci, reconnaissons-le, ne manque pas de panache. Mais une certaine routine judiciaire reprend vite le dessus. Maître Izorni, qui a probablement contribué aux fortes paroles du maréchal, fait valoir que trop de ceux qui sont appelés à juger Philippe Pétain ont témoigné de leur partialité, à commencer par le président Mongibaud, qui aurait déclaré à un journal que le maréchal s'est vautré dans la trahison jusqu'à l'abjection. Maître Lemaire surenchérit. Répondant au murmure, le procureur déclare alors qu'il y a trop d'Allemands dans la salle. Le tumulte est à son comble. Le bâtonnier de l'ordre des avocats est appelé à la rescousse. Les choses vont cependant s'aplanir. Le procureur n'a pas vraiment dit ce qu'il a dit, le premier président non plus. Chacun sait combien la presse déforme les propos. Le procès va-t-il enfin commencer ? Oui, étant précisé que ces incidents ont une conséquence fâcheuse, conduire le président à renoncer à l'interrogatoire du maréchal, la vérité s'en trouvera amoindrie. On appelle le premier témoin l'ancien président du Conseil, Paul Reynaud, celui-là même qui avait démissionné le 15 juin 1940, laissant sa place au maréchal Pétain. M. Reynaud n'est pas grand de taille. Sa voix est métallique, mais c'est un orateur qui ne s'en laisse pas compter. Nous sommes le 23 juillet 1945, à 18h. Le président Paul Reynaud va parler pendant plusieurs heures. Il reprendra la parole le lendemain jusqu'à la fin de l'audience. M. Reynaud rappelle comment, sans jugement, Pétain l'a condamné ainsi que Georges Mandel à une détention à perpétuité en enceinte fortifiée et comment ils ont été conduits au fort du Portalet où ils sont restés enfermés bien qu'ils aient demandé en vain au maréchal de les libérer lorsque les Allemands ont envahi la zone libre et se sont emparés d'eux. Georges Mandel sera ensuite livré par ces mêmes Allemands à la milice française qui l'assassinera en forêt de Fontainebleau. Après Paul Reynaud, on entend un autre ancien président du Conseil de la Troisième République, Édouard Daladier. Après avoir évoqué la drôle de guerre, ces premiers mois du conflit où l'armée française reste pratiquement immobile dans ses retranchements, Daladier réfute, chiffre en main, le fait que la France n'est disposée que d'un armement très inférieur à celui de l'Allemagne. Pour Daladier, la France était en 1940 en mesure de poursuivre le combat. Et, après le 8 novembre 1942, date du débarquement américain en Afrique du Nord, elle était en mesure de le reprendre avec le soutien espéré du maréchal lui-même. Pour Daladier, c'est cela,
la chose la plus grave, la passivité de Pétain en novembre 1942. Et Daladier de conclure « Pourquoi insister sur les événements qui ont suivi, si ce n'est pour rappeler le souvenir des otages livrés aux fusillades de la Gestapo, le souvenir des patriotes soumis aux tortures de l'infâme Darnan, les bénédictions données à l'Allemagne, devenue, selon le maréchal, le défenseur de la civilisation. » Le bâtonnier Payen essaie alors de connaître le sentiment d'Édouard Daladier sur la responsabilité de Laval qu'il entend substituer à celle du maréchal, ce qui lui vaut cette réplique « Lorsqu'il y a un chef, c'est le chef qui est responsable. » Le président Montgibaud en profite pour rappeler en toute sérénité la déclaration du maréchal en avril 1942 lorsqu'il rappelle Pierre Laval. « Je suis la main dans la main avec M. Pierre Laval. Ce qu'il dit, je le pense. Et ce que je pense, il le dit. L'union est la plus complète entre nous. » Le bâtonnier apprécie. Mais durant la déposition d'Édouard Daladier, l'incident le plus vif a été provoqué par l'un des jurés qui souhaite que l'on entende le maréchal sur l'envoi de 2 télégrammes qui lui sont attribués après la vaine tentative d'un commando franco-canadien pour débarquer à Dieppe. Le premier télégramme félicite la population de Dieppe de son sang-froid. Le deuxième télégramme propose à l'Allemagne d'entrer en guerre à ses côtés pour défendre le territoire français. Bien entendu, l'envoi du second télégramme par le maréchal est vigoureusement contesté par ses avocats. On demande au maréchal ce qu'il en pense. Le maréchal rappelle qu'il a refusé de répondre à quelque question que ce soit et qu'il est dur d'oreille. Sortie de Daladier, arrivée d'Albert Lebrun, les choses ne progressent guère plus avec l'audition de l'ancien président de la République. La suite, on la connaît. C'est la délégation de pouvoir consentie par l'Assemblée nationale à Pétain. Petit à petit, le procès s'enlise. L'audition de l'ancien président du Sénat, Jules Jeanneney, celle d'Édouard Herriot, ancien président de la Chambre des députés, l'un et l'autre ayant exprimé leur vénération pour le maréchal, avant de le regretter, il est vrai, n'y changeront pas grand-chose. Le seul des dirigeants politiques de l'avant-guerre à avoir créé une véritable émotion, c'est Léon Blum. Il admet avoir très peu connu le maréchal Pétain. Comme Daladier avant lui, il écarte le soupçon qu'il ait pu appartenir à la cagoule. Il reconnaît volontiers être de ceux que le prestige du maréchal impressionnait. L'appréciation favorable qu'il portait à cette époque sur le maréchal va être cruellement démentie par l'armistice et ses dispositions honteuses, à commencer par la livraison des opposants allemands au régime nazi. Une clause abominable, sans précédent dans notre histoire, dira-t-il. Léon Blum décrit de manière saisissante le climat qui règne lorsque l'Assemblée délègue tous ses pouvoirs à Pétain, assisté de Pierre Laval. Une lâcheté à laquelle se refusent les seuls 80 parlementaires regroupés autour de lui. Il se dit incapable d'évoquer ce spectacle sans un certain frémissement. J'ai vu là, pendant 2 jours, des hommes s'altérer, se corrompre à vue d'œil, comme si on les avait plongés dans un bain toxique. Ce qui agissait, c'était la peur des bandes de Doriot dans la rue, la peur des soldats de Végan à Clermont-Ferrand, la peur des Allemands qui étaient à Moulins. Léon Blum, Philippe Pétain le condamnera lui aussi à la détention à perpétuité, une détention qui se transformera en déportation en Allemagne. Mais Léon Blum n'entend pas s'appesantir sur son sort personnel. Il exprime un doute et une certitude. Le doute concerne les mobiles de Pétain, les raisons profondes de son action. À une question du bâtonnier Payen, il répond « Je ne connais pas le maréchal. Oui, il y a en lui un mystère que je ne peux pas pénétrer. Je ne peux pas m'expliquer à moi-même quels ont été les vrais mobiles de ces secrètes ambitions. » La certitude de Léon Blum est ailleurs. Elle est dans la trahison de Pétain. La trahison pour Léon Blum,
C'est cet atroce abus de confiance par lequel un homme, fort de son passé, de sa stature, de la limpidité de son regard, trompe la France sur la portée et le sens d'un armistice qu'on lui présente comme compatible avec l'honneur. Le 30 juillet, à la 7e audience, on peut considérer que beaucoup a été dit, mais bien peu sur ce qui a constitué la politique même du maréchal pendant les 4 années qui ont suivi son accès au pouvoir. Même le commandant Lustano Lacco, l'un des rares héros de l'extrême droite anti-allemande, arrêté à Vichy, affreusement torturé, déporté en Allemagne, a cru nécessaire de se déclarer écœuré par le spectacle de ceux qui essaient de refiler à un vieillard presque centenaire l'ardoise de toutes leurs erreurs. Le pasteur Bögner lui succède. Il rappelle ses 6 entrevues avec le maréchal pour lui souligner le sort insupportable des fonctionnaires appelés à prêter serment contre leur conscience, le sort des jeunes que l'on cherche à embrigader et surtout, le sort plus épouvantable, celui des victimes des lois raciales. Mais il s'estime tenu de rapporter l'émotion que ces propos provoquaient chez le maréchal et la modération qu'il aurait prescrite à Xavier Vallat, premier commissaire aux questions juives. Pourtant, cette recommandation, le pasteur Bögner a constaté combien elle avait eu peu d'effet. Il a assisté lui-même à Lyon aux scènes atroces, scènes au cours desquelles on entassait les enfants juifs dans des wagons à bestiaux au motif que ces enfants rejoindraient en Pologne leurs parents déjà occupés à de bienfaisants travaux d'agriculture. Le moment était peut-être venu de profiter de la présence du pasteur Bögner pour souligner la responsabilité personnelle du maréchal au-delà de ses attendrissements privés. Le procureur ne fait rien à cet égard. Le procureur ne se montre pas plus curieux lorsque le lendemain, le président Mongibaud entend comme témoin en vertu de son pouvoir discrétionnaire 2 déportés pour fait de résistance, le communiste Marcel Paul et le chrétien Paul Arrigui. Marcel Paul le dit clairement, les directives données par le gouvernement de Vichy étaient absolument impérieuses. Il fallait traiter durement les patriotes arrêtés, ces patriotes convaincus d'activité contre l'ennemi. Marcel Paul évoque le camp d'Auschwitz et les exterminations qui s'y étaient déroulées. Il évoque les 5000 décès par mois au camp de Buchenwald, la mort des résistants livrés à l'Allemagne par Vichy. Paul Arrigui, lui, a beau évoquer Montoire, évoquer son arrestation par des Français qui s'appelaient miliciens, et ceci au nom du chef du gouvernement, il a beau souligner la dérision des regrets exprimés par le maréchal à ceux qui lui rapportaient ces horreurs, il semble que ces paroles fortes, mais proférées d'une voix lasse, n'aient eu qu'un faible écho. Arrêtons-nous un instant sur ce problème si grave des déportations raciales. Était-il possible de laisser croire que le maréchal lui-même n'en portait pas la responsabilité personnelle et que seuls Laval et les collaborateurs de celui-ci, René Bousquet en tête, en avaient été les initiateurs et les exécutants contraints par les Allemands, tandis que le maréchal lui-même réprouvait vivement ces horreurs? À l'évidence, cela n'était pas possible. Comment expliquer que personne n'ait pris la peine, ne serait-ce que d'énumérer les lois que le maréchal, à sa seule initiative, avait promulguées? À l'appui de notre remarque, on pourrait énumérer de manière non exhaustive plus de 10 textes promulgués par le gouvernement de Vichy sous l'autorité directe du maréchal. De la loi du 3 octobre 1940 définissant le statut des Juifs à la loi du 11 décembre 1942 relative à l'apposition de la mention juif sur les fiches d'identité délivrées aux Israélites français et étrangers. Cette dernière loi ne pouvait avoir pour objet et pour effet que de permettre l'identification des Juifs et assurer plus aisément leur livraison aux autorités allemandes qui seules n'auraient pu parvenir à les localiser. Toutes ces lois ont été délibérées en Conseil des ministres
en présence du maréchal, avec son approbation, et ont été rédigées et mises en œuvre par des hommes qu'il a lui-même appelés dans son gouvernement, à commencer par son ami, l'infâme Alibert, qu'il a nommé garde des Sceaux. La persécution des Juifs, si l'Allemagne en est la première responsable, il faut admettre que le gouvernement de Vichy s'en est fait le complice pour des mobiles idéologiques qui lui étaient propres. Mais revenons au procès qui eut lieu, sans nous attarder davantage sur le procès qui aurait pu avoir lieu. Après l'audition de 17 témoins à charge, on a prévu pas moins de 43 témoins à décharge. Le premier de ces témoins à décharge est le général Weygand, aujourd'hui détenu au Val-de-Grâce et incertain de son sort personnel. Weygand se révèle complètement solidaire du maréchal Pétain et de son action. Sa déposition prend bien entendu le contre-pied de celle de Paul Reynaud. La capitulation, déshonorante pour l'armée, ne pouvait être envisagée. Le repli en Afrique du Nord était impensable car selon lui, nous n'avions pas les moyens de la défendre. Weygand parle avec l'autorité de celui qui sait, s'adressant à des civils ignorants et au surplus manquant de fermeté, comme il le dit de Paul Reynaud. La morgue du général l'emporte, il partira en saluant ostensiblement le maréchal le salue non moins ostensiblement et déclare « Le général Weygand, je lui donne mon approbation complète. Le général Weygand est un esprit sûr sur lequel on peut avoir confiance. » Mais un témoin nouveau va pouvoir être entendu. Une vraie vedette cette fois. Rien moins que Pierre Laval. Il y avait longtemps que les Français n'avaient pas revu cette figure sinistre des mauvais jours. Pétain, Laval, les deux noms sont liés. Liés par l'assassinat de la République. Pierre Laval, témoin à charge ou à décharge? On ne sait. Revenu d'Allemagne à toute allure, ayant passé une courte nuit à Fresnes, dans un costume fripé, une serviette en cuir sous le bras, Laval entre dans le prétoire complètement désespéré et apeuré. À la différence du maréchal, cet homme de 62 ans semble déjà un vieillard. Cependant, à la vue des jurés parlementaires, il reprend espoir, s'apprête à livrer son dernier combat. Ceux qui s'attendaient à une mise en cause du maréchal vont être déçus. Il va faire mieux, et pire. Très habilement, Laval se contente de ne pas dissocier son action de celle du maréchal. Il le prend au mot en quelque sorte. Il n'a jamais fait que marcher avec lui, main dans la main. Désormais, il sera bien difficile de les dissocier. En juin 40, comme d'autres, et comme le maréchal, il a estimé qu'on ne défend pas son pays en l'abandonnant. Voilà le point de départ de son soutien au maréchal, de son entrée dans le gouvernement de celui-ci, du rôle considérable, n'en déplaise à sa modestie, qu'il joue dans le vote de la loi du 10 juillet 1940. De là à parler de coup d'État, non, cela le choque. Le seul reproche qu'il ferait au maréchal, c'est de s'être entouré de collaborateurs audacieux, mais inexpérimentés, sans tradition gouvernementale, de telle sorte qu'ils ont pu nuire au maréchal. Le président fait observer à Pierre Laval que ce n'est ni l'entourage, ni lui-même que l'on juge, mais le maréchal. Il cherche à lui faire préciser le rôle de celui-ci. S'attire alors cette réplique: on allait trouver le maréchal et il disait « d'accord ». De cet accord du maréchal, on pourrait donner bien des exemples. Mais le débat va se cristalliser autour de la fameuse phrase de Laval « Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le communisme s'installerait partout en Europe ». Laval prétend qu'ayant écrit initialement « Je crois et je souhaite », il soumet son projet de discours à Rochat, secrétaire général des Affaires étrangères, qui lui déconseille de le prononcer. Laval lui propose de monter un étage de l'hôtel du Parc et d'aller soumettre le texte au maréchal lui-même. Celui-ci écoute et ne fait qu'une observation. « Vous n'êtes pas militaire,
Vous n'avez pas le droit de dire « je crois », vous n'en savez rien. Laval supprime donc « je crois » et laisse « je souhaite ». Il repart avec son texte, fort de l'approbation du maréchal, approbation qui laisse Rochat éberlué. Bien entendu, la défense du maréchal proteste. Hélas pour la défense, le président fait interroger Rochat en Suisse où il est réfugié. Et par lettre, il confirme en tout point la version de Laval. Pour le surplus, Laval souligne le rôle du maréchal dans la politique de collaboration que lui-même a en quelque sorte mise en musique. Question du premier président. Le maréchal était-il au courant des buts de cette politique de collaboration? Réponse. Je n'ai jamais pris aucune mesure d'aucune sorte de cette nature, non seulement sans en référer au maréchal, mais sans l'avoir discuté en Conseil des ministres sous la présidence du maréchal. En ce qui concerne la situation faite aux Israélites de France par les textes, Laval n'a lui-même rien fait pour l'aggraver. Chacun en déduira donc que le maréchal porte seul la responsabilité de ces textes et de leur application, bien que le maréchal, tout comme Laval, cela va de soi, ait essayé de faire barrage aux exigences allemandes, aussi brutales qu'il est possible de l'imaginer et de le déplorer. Quel dommage que ni le président ni le procureur ne lui demandent si la grande rafle du Veldiv en juillet 1942, menée à bien par la police française sous la direction de René Bousquet, est un de ces barrages opposés par Laval et le maréchal aux brutalités allemandes. Quant à la décision de Laval de ne pas séparer les enfants de leurs parents déportés, on sait bien que ce fut une pure mesure d'humanité. Bien entendu encore, Laval n'a pas manqué de protester contre l'assassinat de Georges Mandel par la milice. C'est un ami, n'est-ce pas? Même réaction pour Jean Zay, lui aussi assassiné. Encore un ami d'ailleurs. En confirmant pendant 2 audiences que le maréchal était informé de tout ce qui se faisait d'important en son nom, Laval a témoigné à charge incontestablement. Pierre Laval n'est pas végan. Le maréchal ne le salue pas lorsqu'il se retire. À peine Laval sorti, le premier président va leur donner lecture d'un document qui contredit quelque peu la thèse de l'alliance à distance du maréchal Pétain et du général de Gaulle, dans le souci prétendu commun de défendre la France. Il s'agit d'un projet de message rédigé au crayon par le maréchal lui-même en avril 1942, retrouvé dans les documents conservés par Ménétrel, son médecin et ami personnel. Le texte commence par « Les nouvelles qui m'arrivent de l'extérieur signalent un mal qui se répand dans nos possessions d'outre-mer et agit sur les foules comme un poison subtil qui tend à leur faire perdre le sens du réel et à les détourner de leur devoir envers la mère patrie. Ce mal s'appelle le gaullisme, du nom de l'ex-général français de Gaulle. Le texte se termine et se poursuit ainsi. Pour donner du crédit en faveur de la propagande de De Gaulle, on n'a pas hésité à proclamer mon accord avec lui pour l'exécution d'un plan commun d'action. On est allé jusqu'à affirmer qu'il existe entre lui et moi des liens de famille, autant de propos qui n'ont aucune portée. Le bâtonnier Payen, maître Isorny, maître Lemaire, tous 3 protestent avec véhémence. Ce message n'a jamais été lu. C'est un simple projet, une tentative sans commencement d'exécution. Comme le dit maître Payen, la tentative n'est pas un crime. Il n'empêche, messieurs, comment concilier ce texte de la main du maréchal avec sa déclaration liminaire se proclamant l'allié du général de Gaulle? Le 6 août reprend le défilé des témoins et des charges. Ceux qui ont vu le maréchal bouleversé par les exactions, soucieux d'aider la résistance, désireux de ménager une aide à nos alliés. Parmi eux, des militaires ayant parfois rallié la résistance et pour certains d'entre eux ayant été arrêtés par les Allemands.
Il est impossible de les citer tous. Ils ont été près de 40, tous respectueux du maréchal et lui prêtant les meilleures intentions du monde. Le général Georges précise qu'il est parti en Algérie en novembre 1942 dans un avion particulier mis à sa disposition par Churchill et que le 12 novembre 1942, le débarquement en Afrique du Nord ayant eu lieu le 8, il avait essayé d'y entraîner le maréchal. Celui-ci lui aurait répondu « Le territoire va être envahi jusqu'à la mer, mon devoir est de rester avec le peuple français ». Cette attitude de sacrifice sera confirmée par plusieurs autres témoins ayant tenté la même démarche auprès du maréchal. Ministre de l'Air pendant un temps, le général Bergeret affirme que, en novembre 1942, alors que lui-même avait rejoint l'Afrique du Nord, le maréchal, par l'intermédiaire de l'amiral Offand, avait, le 14 novembre 1942, adressé à l'amiral Darlan, alors à Alger, un télégramme secret l'assurant de son accord intime, ce qui aurait signifié qu'il autorisait celui-ci et les principaux chefs de notre armée d'Afrique à se rallier aux Américains, contrairement à toutes ses instructions officielles. Ce fameux télégramme secret deviendra le cheval de bataille de ceux qui soutiendront que le maréchal a pratiqué un double jeu. Il reste qu'aujourd'hui, un historien particulièrement qualifié, le général Maurice Schmitt, ayant eu accès aux archives militaires les plus secrètes, a démontré que le fameux télégramme avait été tronqué pour lui donner un sens qu'il n'avait jamais eu en réalité. Rétabli dans son intégralité, le texte du dit télégramme révélait tout au contraire l'accord du maréchal avec Laval et leur volonté commune de s'en référer aux autorités d'occupation, ce qui contredit formellement tout prétendu ralliement aux Américains. Néanmoins, à l'époque du procès, le mystère ne fut pas éclairci. Et pourtant, même à cette époque, le maréchal accepte l'entrée dans son gouvernement des pires collaborationnistes. Déat, qui n'a cessé de trouver trop modéré le régime de Vichy. Doriot, qui était à l'époque officier de la Légion des volontaires français. Et Darnan, qui a prêté serment à Hitler sous l'uniforme des Waffen-SS français. Et encore Philippe Henriot, qui devient le maître de l'information, ou plus précisément de la propagande. Quant à Darnan, il est nommé secrétaire d'État à l'intérieur et responsable de la sécurité publique. C'est lui qui désormais mènera une lutte féroce contre ceux que le maréchal continue à appeler les terroristes. Toujours à cette époque, après une visite à Paris le 26 avril 1944, où après des propos ambigus, il est incontestablement acclamé, Pétain accepte de lire à la radio un message entièrement inspiré par les Allemands et qui est un réquisitoire véritable contre la résistance. Vous tous, mes soldats d'hier, vous résisterez à ceux dont les conseils perfides, en vous menant sur les routes du déshonneur et de la trahison, livreraient la patrie à un désastre que tous mes efforts ont voulu lui éviter. De fait, Darnan n'a connu qu'un seul blâme du maréchal. C'est le 6 août 1944, alors que les Alliés sont déjà à Rennes et que le maréchal écrit à Laval une lettre dans laquelle il se plaint des exactions de la milice. Laval communique cette lettre à Darnan et celui-ci, dans son propre procès, communiquera sa réponse au maréchal. Je le cite. « Pendant 4 ans, j'ai reçu vos compliments, vos félicitations. Vous m'avez encouragé. Et aujourd'hui, parce que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tache de l'histoire de France. On aurait pu s'y prendre un peu plus tôt. » Effectivement, le 6 août 1944, il était temps. Au banquet de la Vénération, toujours en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, un autre collaborateur du maréchal a pu s'inviter sans être convié par la défense. C'est l'ambassadeur de Brinon, délégué du maréchal à Paris auprès des autorités occupantes, en particulier auprès de l'ambassadeur allemand Abetz, et ce, jusqu'en août 1944, époque à laquelle le maréchal
entraîné contre son gré à Sigmaringen, en Allemagne, lui interdit enfin de parler en son nom. De Brinon aussi le confirme. J'ai toujours rendu compte au maréchal de ce que je faisais. Chaque fois qu'il m'a interrogé sur ce qui se passait en zone occupée, j'ai toujours répondu avec une véracité entière. J'ai d'ailleurs le plus grand respect pour le maréchal. Et encore, à mon sentiment, il n'a jamais été question de double jeu. Quant aux lois raciales, Brinon affirme, non sans impudence, que le premier statut des Juifs d'octobre 1940 était destiné à protéger les Israélites français, mais que Alibert, le garde des Sceaux, l'avait mal rédigé, de telle sorte qu'il avait comporté des inconvénients. Inconvénients, comme ces choses sont gracieusement dites. Mis à part de Brinon et d'Arnand, la litanie des louanges à l'égard du maréchal reprendra à l'audience du 10 août. Le bâtonnier Payen y lira une lettre du cardinal Liénard. Le cardinal se fait lui aussi l'interprète de la théorie dite du bouclier. Sans Pétain, les choses eussent été pires. Mais l'excès de la louange sera réservé au général de Lanurien, ancien directeur de l'école de guerre. Le général apparaît d'autant plus pathétique qu'il est aveugle et se tourne tour à tour vers chacune des parties de l'assistance. Pour lui, le maréchal disait toujours non aux Allemands. Seul Laval leur disait oui. Le maréchal serait-il parti qu'il n'y aurait pas eu un otage, un prisonnier ou un déporté de moins? Et le général de Lanurien, anticipant sur les plaidoiries, conclut, lyrique et éloquent sous les applaudissements d'une partie du public, « Jurés parisiens, prenez garde qu'un jour qui n'est peut-être pas loin, le sang et le prétendu déshonneur de cet homme, par notre propre faute, ne retombe sur la France tout entière, sur nous-mêmes et sur nos enfants. » Mais, précisément, un juré, M. Germinal, prend garde et ne l'entend pas de cette oreille. Il lit une lettre adressée au maréchal par le général de Lanurien le 15 mars 1944. Le général de Lanurien félicite le maréchal de ce que l'action du gouvernement contre le terrorisme, longtemps hésitante, ait enfin, on est en mars 1944, ait enfin pris un développement dont l'effet bienfaisant a été immédiat. C'est alors que le maréchal oublie une fois encore sa surdité et déclare « Je prends la parole pour dire que je ne suis pour rien dans la présence du général de Lanurien ici. Je ne savais pas qu'il devait se présenter devant la cour. Tout s'est passé en dehors de moi. » Ainsi se termine le défilé des turiféraires. À leur propos, laissons place à l'ironie de Léon Werth dans ses impressions d'audience. Je le cite. « Si le procès se prolongeait, on entendrait sans doute un général affirmer à la barre que la bataille de Normandie fut gagnée par les troupes du maréchal et que les premiers chars qui rentrèrent à Paris furent les chars de son armée clandestine. » Et encore, toujours Léon Werth, à entendre ces dépositions, on s'étonne que Auschwitz et Buchenwald n'aient pas été peuplés uniquement par les résistants de Vichy. Le samedi 11 août 1945, le procureur général Mornay prend la parole. Haute silhouette, la barbe blanche, la voix forte malgré l'âge, la hargne soutenant le ton. Il affirme que c'est sans passion qu'il mènera sa tâche, convaincre ceux qui de bonne foi doutent qu'un nom illustre est servi de paravent à la trahison. Le procureur entend dénoncer la vanité du pouvoir pour le pouvoir. Il souligne l'humiliation intolérable imposée à un pays auquel on ne cesse de répéter qu'il est vaincu pour mieux l'asservir à son vainqueur. Le procureur fait justice d'une neutralité hypocrite qui s'accommode d'une aide apportée à l'ennemi au mépris des engagements envers nos alliés. Pour Mornay, une chose est certaine, l'instauration du nouveau régime ne pouvait se faire que sur la défaite et grâce à l'envahisseur. L'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et la trahison sont indissociablement liées l'une à l'autre.
Toute sa démonstration, Mornay l'a fait à l'aide de documents et de citations abondantes. C'est sur la trahison que Mornay se montre d'ailleurs le plus convaincant. C'est le silence devant l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, la rencontre de Montoire le 24 octobre 1940, la poignée de main du maréchal et du chancelier Hitler, suivie de la fameuse déclaration lue le 30 octobre à la radio. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Et enfin, c'est moi seul que l'histoire jugera. Mornay rappelle ensuite les lois raciales, celles contre la franc-maçonnerie. Il cite le nombre des déportés, des fusillés. Puis Mornay rappelle d'autres méfaits déjà évoqués. La livraison de Reynaud et de Mandel aux Allemands, les accords laissant aux Allemands l'usage de nos aérodromes en Syrie et l'accès à la base de Bizerte, l'appui donné à la Légion volontaire contre le bolchevisme, la prétendue relève de nos prisonniers, les 150 000 otages fusillés, et Mornay de s'écrier « Je me demande comment la situation a pu être pire ». Enfin, par de nombreuses lectures, Mornay va par avance répondre aux théoriciens de la politique du double jeu qu'aurait pratiqué le maréchal, soucieux de rester proche des alliés de la France. Mornay cite Churchill, démentant clairement la réalité des accords avec la Grande-Bretagne, recherchés par des émissaires français sans véritable mandat. Mornay cite la sèche réponse du maréchal à une lettre du roi d'Angleterre. Mornay cite enfin les lettres du président Roosevelt avec lequel Pétain assure avoir toujours conservé des liens chaleureux. Roosevelt, dans l'une de ses lettres, annonce au maréchal le débarquement en Afrique du Nord avec tous les moyens nécessaires pour qu'une opération aussi risquée réussisse, avec la volonté de coopérer avec les autorités françaises afin de repousser les forces de l'Axe et sans la moindre volonté de conquête territoriale. Que répond Pétain ? C'est avec stupeur et tristesse que j'ai appris cette nuit l'agression de vos troupes contre l'Afrique du Nord. J'ai lu votre message. Vous invoquez des prétextes que rien ne justifie. Vous prêtez à nos ennemis des intentions qui ne se sont jamais traduites en actes. Et encore, la France et son honneur sont en jeu. Nous sommes attaqués, nous nous défendrons. C'est l'ordre que je donne. Et Mornay s'écriait « Il ose écrire cela ». Oui, le maréchal ose. Et cet ordre, il le donne. Le procureur rappelle ensuite l'attitude véritable du maréchal à l'égard du général de Gaulle pour écarter la thèse de l'alliance à distance de l'épée et du bouclier. Et de lire à nouveau ce texte non diffusé, mais écrit de la main du maréchal en avril 1942, cet écrit intime qui ne doit rien à une quelconque pression allemande. Puis Mornay lit quelques lettres du maréchal Pétain au chancelier Hitler, celles qui célèbrent en octobre 1941 l'anniversaire de Montoire. Il y eut, dans votre geste de l'an dernier, dit le maréchal, trop de grandeur pour que je ne me sente pas le devoir de souligner en termes personnels le caractère historique de notre conversation. Et encore, sur les chemins de haute civilisation, le peuple allemand et le peuple français sont assurés de se rencontrer et d'unir leurs efforts. C'est le vœu sincère et profond que je forme en vous priant, Monsieur le Führer chancelier, de bien vouloir agréer les assurances de ma très haute considération, signé Philippe Pétain. Il ne reste au procureur général Mornay qu'à conclure. Songeons à tout le mal qu'ont fait à la France un nom et l'homme qui le porte avec tout le lustre qui s'y attachait. Arrivé moi aussi au déclin de ma vie avec une émotion profonde, mais avec la conscience d'accomplir un rigoureux devoir, c'est la peine de mort que je demande à la haute cour de prononcer contre celui qui fut le maréchal Pétain. Nous sommes samedi à 18h. Le lundi 13 août à 13h30, le bâtonnier Payen prend la parole le premier. Il la reprendra à 2 reprises, après la plaidoirie de Jean Lemaire et après celle de Jacques Izorni.
sans autre explication à ce découpage que sa fatigue ou sa vanité qui exige qu'il ait la parole tout à la fois le premier et le dernier. L'exorde est sans surprise. Monsieur le procureur nous parlait samedi de son émotion, je parlerai moi avec une infinie tristesse. Pour la première fois sans doute, on traîne devant les tribunaux un vieillard pour qu'il le condamne à mort, un vieillard sur qui la mort plane déjà, un vieillard de 90 ans. Dans cette première plaidoirie, Maître Payen va retracer la vie du maréchal en s'attardant sur la période glorieuse, celle de 1914-1918. Il dénonce le peu de consistance de la thèse du complot, mais surtout, il justifie l'armistice, son caractère inévitable et son contenu relativement modéré. Cet armistice a été accueilli avec soulagement par la quasi-totalité des Français. Après une courte suspension, Maître Jean Lemaire, avocat carré, prend à son tour la parole. Il lui appartient de démontrer, plus complètement que ne l'a fait le bâtonnier Payen, la thèse du complot politique. Maître Lemaire cite à plaisir tous les hommes de gauche, grands journalistes ou dirigeants politiques, qui ont vanté les mérites du maréchal. Et Jean Lemaire de distiller avec le même plaisir les nombreuses dédicaces des livres du général de Gaulle adressés à son maître, le maréchal Pétain. Puis Jean Lemaire réfute les reproches faits au maréchal quant à son entourage. La présence d'Alibert dans le gouvernement, Alibert le rédacteur des lois raciales, tout le monde peut se tromper sur le choix d'un ministre. Paul Reynaud n'avait-il pas appelé à ses côtés plusieurs ministres actuellement à la prison de Fresnes? L'armistice, le maréchal n'était pas le premier à le souhaiter. C'est le général Végan qui l'en a convaincu. La délégation de pouvoir du 10 juillet 1940, sous pression des militaires? Quels militaires? Ceux de Clermont-Ferrand. Ils étaient déjà sous les ordres du général Delattre de Tassigny, depuis lors placé par de Gaulle à la tête de la première armée française. D'ailleurs, le président Jeannet n'a-t-il pas assuré que la loi du 10 juillet 1940 n'avait rien d'anticonstitutionnel? Alors, encore une fois, où est le complot? Jean Lemaire peut conclure, du complot, de la préméditation, il ne reste rien. C'est du travail bien fait, mais pas le plus difficile. Le plus difficile, ce sera de répondre aux griefs de trahison. Le lendemain, 14 août, le bâtonnier Payen reprend la parole et va tenter de démontrer que l'attitude du maréchal a toujours été favorable à nos alliés et hostile à l'Allemagne. La tâche est rude. Selon lui, il faut distinguer entre Laval, qui adhère à la collaboration, et le maréchal qui temporise, mais n'a aucune raison d'être devenu favorable à cette Allemagne qu'il a toujours combattue. Mais Maître Payen va plus loin et enfourche ce qui est en réalité son cheval de bataille personnel, l'âge du maréchal. Le maréchal est lucide le matin, et donc il sursaute, il s'indigne. Il n'est pas lucide le soir, et alors il accepte parfois l'inacceptable. Lorsqu'il n'est pas victime de son âge, c'est toujours le bâtonnier qui parle, le maréchal est victime des pressions allemandes. Ainsi, lorsqu'il a rappelé Laval en avril 1942, « Oubliez-le, nous marchons la main dans la main », le maréchal déteste Laval. Laval n'est là que pour négocier. Négocier quoi? Éviter l'augmentation des prélèvements de farine ou de viande, éviter une fermeture plus rigoureuse de la ligne de démarcation, éviter l'aggravation du sort de nos prisonniers ou encore la multiplication des otages. Laval, le maréchal l'utilise pour cela. Il ne l'aime pas, Laval, pas plus qu'il n'aime les Allemands. L'ennui, c'est que Laval n'est pas toujours là. Par exemple, il arrive qu'il soit remplacé par Darlan. Pétain, lui, est toujours là. Alors comment expliquer les accords de Paris mettant à la disposition des Allemands nos aérodromes en Syrie pour combattre les Anglais en Irak? Comment expliquer la mise à disposition de la base de Bizerte pour ravitailler l'armée de Rommel en Libye? Oui, évidemment, concède le bâtonnier. L'amiral Darlan a signé ces accords, mais toujours sans en parler au maréchal, lequel a d'ailleurs refusé de les ratifier. Pourtant, ces accords ont bel et bien été exécutés. Cela, le bâtonnier n'en dit rien. Alors finalement, quelle est l'explication que le bâtonnier Payen donne du comportement de celui-ci
qu'il appelle par 3 fois le pauvre maréchal. Toujours la même, écoutons-le. J'ai dit souvent, et dès le début, que le malheureux maréchal était l'objet et la victime d'un véritable détournement de vieillard. On lui cachait la vérité sous prétexte de le ménager. C'est une partie, et non la moindre, du drame de Vichy, et d'expliciter sa pensée. Je fais allusion à l'âge du maréchal. C'est un sujet qui lui est extrêmement désagréable. Désagréable en effet. Si on en croit Maître Izorni, le maréchal aurait murmuré parlant du bâtonnier « Il plaide gâteux » et ne le lui aurait jamais pardonné. Cela ne décourage pas le bâtonnier, mais lui-même a présumé de ses forces. Il s'arrête, il reprendra la parole plus tard. Pour l'instant, cette parole, c'est Maître Izorni qui s'en empare, à 16h20 très exactement. Avant de plaider, Jacques Izorni a déjà sa légende, une légende qui lui est très favorable et qu'il confortera par ses nombreux écrits, tous consacrés à perpétuer la défense et la mémoire du maréchal. Maître Izorni a 34 ans. Il a été premier secrétaire de la conférence du stage des avocats. En 1941, fils d'immigrés italiens, il a provisoirement été mis dans l'impossibilité d'exercer. Il a été injurié par l'action française. Mais pendant l'occupation, il a plaidé courageusement pour les résistants poursuivis devant les sections spéciales. À la Libération, il a plaidé, non moins courageusement, pour Robert Brasillac, certes condamné à mort et exécuté, mais par son attitude à l'audience, l'écrivain fasciste y a beaucoup contribué. Maître Izorni est beau, on le compare volontiers à un archange. Il est éloquent, il a tout pour être sympathique. Son attachement au maréchal, Izorni le prouve en se chargeant du plus difficile, la politique intérieure du régime de Vichy. Dès ses premiers mots, il ne se dérobe pas. Messieurs de la haute cour, depuis de longues journées, j'entends les mots armistice, montoire, Syrie, Assemblée nationale, et j'ai quelquefois le sentiment que me reviennent comme un écho d'autres mots, Légion des volontaires français, loi raciale, lutte contre la résistance. Et il a parfaitement raison. À la fin des fins, la haute cour, qui comprend 12 jurés résistants, c'est d'abord sur cela qu'ils se détermineront, et non sur des complicités politiques lointaines auxquelles plus personne ne s'intéresse. Avec ces résistants, Jacques Izorni va tenter un dialogue permanent, comme si rien ne les séparait, comme s'il était l'un d'eux. Pour commencer, parlant en homme de bonne volonté, il explique l'idée qui a présidé à la politique du maréchal pendant 4 années. Sauvegarder, défendre, acquérir des avantages matériels souvent au profit de concessions morales. Le contraire, en somme, des résistants acceptant les sacrifices immédiats pour obtenir par la continuation de leur combat des avantages moraux. Disons-le d'entrée de jeu, à lire aujourd'hui la sténographie de sa plaidoirie, on n'est pas ébloui par la force et la clarté des arguments. Sans doute y manque-t-il la ferveur de sa voix, l'image de ses bras tendus vers les résistants qu'il a en face de lui. La séduction qu'il a exercée venait également, sans doute, de ce que l'injustifiable, il ne cherchait pas à le justifier, se contentant de mettre en lumière ce qui avait pu atténuer ou contrecarrer l'odieux de certaines mesures. Mais redonnons-lui la parole. Maître Izorni tente un audacieux retour en arrière. Les sections spéciales seraient nées d'une méfiance envers les communistes qui est antérieure à la création de ces tribunaux par le maréchal. Après tout, l'attitude des communistes a changé à partir du 22 juin 1941, lorsque l'Allemagne a envahi la Russie. Jusque-là, tout le monde se méfiait d'eux, et le maréchal a fait comme tout le monde. C'est encore par la nécessité que Maître Izorni tente de justifier les camps de concentration qu'il a tendance à confondre avec les camps d'internement. Sans doute lui a-t-il fallu beaucoup de talent,
beaucoup d'autorité pour se lamenter en ces termes. Messieurs, les hommes qui sont morts à cette époque n'ont emporté que des tristesses, n'ont emporté que les regrets d'une douleur muette. À le lire, on s'interroge. Était-il en train de plaider pour les familles des victimes? Mais non, il plaide pour le maréchal qui a accordé très peu de grâce. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, on ne lui transmettait que rarement les recours. Et puis, certains héros tranquilles, c'est ainsi que les appelle Maître Izorni, ne souhaitaient pas demander leur grâce. Maître Izorni leur rend hommage à ces hommes qui n'ont pas voulu solliciter leur grâce, mais il ne craint pas de l'affirmer. Il faut que la vérité soit connue. Chaque fois que le maréchal Pétain a pu gracier, il l'a fait. Mais Jacques Izorni l'admet, il faut maintenant parler des persécutions et d'abord des persécutions raciales. Alors, il se lance. Quelle était la politique allemande dans les pays occupés? Éliminer les Juifs de toute espèce. Quelle a été la politique du maréchal? Comme toujours, essayer de dresser un écran entre les exigences allemandes et ceux que ces exigences devaient atteindre. On ne doit tenir compte au maréchal que de sa responsabilité personnelle. C'est lui qui a empêché le port de l'étoile jaune en zone libre. C'est lui qui a refusé d'appliquer la loi sur les dénaturalisations. C'est lui qui a traité d'Arquier de Pellepoix de tortionnaire et Maître Izorni de vanter le refuge que fut la zone libre. Comme ses confrères, il pêche par omission. Mais comme il est intelligent, il sent bien que l'esquive est trop visible. Alors Maître Izorni prend les devants. On m'objecte, par la politique du maréchal Pétain, on a livré indirectement aux Allemands les Juifs en donnant leurs noms, leurs identités, leurs adresses. Et il aurait pu ajouter, en fournissant à la Gestapo le concours de la police française, de la gendarmerie française. Mais déjà, Maître Izorni proteste, repousse l'objection. Non, non, ce n'est pas vrai. Rappelez-vous l'époque, messieurs. Les Allemands pouvaient, par un simple placard sur les murs, exiger que les Juifs se fassent connaître. Il y aurait eu une police indépendamment du gouvernement du maréchal qui aurait recueilli leurs déclarations. Et d'ajouter encore à l'intention des 3 magistrats de la Cour, je me rappelle ce que nous faisions de complicité avec les magistrats. Lorsque la loi française venait frapper les Juifs, nous nous servions tous ensemble de cette loi pour les soustraire aux Allemands. Maître Izorni exagère, et lourdement. Quelle que soit la sympathie pour sa personne, on ne peut que rejeter des arguments qui tentent de faire oublier la règle atroce derrière quelques exceptions dérisoires. Comme on ne peut davantage accepter la comparaison entre les chiffres de la persécution des Juifs en Pologne et les chiffres de la persécution des Juifs en France. Si en France, tant de Juifs ont survécu malgré la loi, malgré la police de Vichy, c'est d'une part que ces Juifs ne vivaient pas rassemblés dans des ghettos, c'est d'autre part que des Français les ont protégés. Des Français, oui, mais pas le maréchal. Encore ces Français auraient-ils été plus nombreux si le maréchal, par les lois qui l'édictaient, n'avait convaincu certains d'entre eux que les Juifs n'étaient pas des Français, qu'ils n'étaient même pas des hommes, des femmes, des enfants comme les autres. Et ça, Maître Izorni décide de l'ignorer. Enfin, Maître Izorni en vient à la résistance française. Maître Izorni veut expliquer le maréchal, ce vieux militaire, à ses jurés résistants. Si vous saviez comme il a été trompé sur la réalité de votre action, et il poursuit son effort, vous me répondez la police, vous me répondez la milice, mais vous n'imaginez pas que ce maréchal de France allait donner des ordres à la police. Cette milice, cette police, elle était sous les ordres de Darnand, et sur Darnand, Maître Izorni a cette formule. On n'a pas fait d'un assassin un ministre, on a fait d'un ministre un assassin. Évoquant les tortionnaires, Maître Izorni demande « Vraiment, croyez-vous que le maréchal était au courant des brutalités policières ?» Les juges et les jurés se voient ainsi sommés de répondre
Non, bien sûr, nous ne le croyons pas. Et quand Maître Izorni pose la question « Quel fut le rôle du maréchal dans l'activité de la milice ?» espère-t-il que ces mêmes juges et jurés répondront « Aucun rôle, bien sûr ». Pour les conforter, Maître Izorni, dans son dialogue avec les jurés, évoque lui aussi la lettre tardive, ô combien tardive, du maréchal à Pierre Laval. Est-ce que le maréchal, dans cette lettre, n'évoque pas la hideuse réputation de la milice? Est-ce qu'il ne cite pas l'assassinat par la milice de M. Mandel et sans doute de M. Janzet? Le maréchal ne rappelle-t-il pas à Laval que rétablir l'ordre, ce n'est pas piller, incendier, assassiner? Le maréchal ne conclut-il pas qu'il importe que M. Darnan, secrétaire général de la police et secrétaire de l'Intérieur, prenne des mesures urgentes pour enrayer le drame qui se prépare? Et Maître Izorni a cette urgence qui date du 6 août 1944 d'affirmer « Voilà, messieurs, quels étaient les sentiments intimes du maréchal Pétain ». Puis, feignant d'entendre cette interrogation, « Et nos morts ?» Maître Izorni répond « Ces morts, croyez-moi, nous les pleurons ensemble. » Bon, admettons qu'à l'impossible, nul n'est tenu, et que Maître Izorni a tenté l'impossible. C'est dans sa péroraison que Maître Izorni va être vraiment grand, parce que là, il ne s'agit plus d'expliquer des faits, des décisions, des responsabilités, mais il s'agit de défendre une vie, ce qui est la justification même de l'avocat. Alors, citons l'extrême fin de cette péroraison superbe, prononcée, comme le dit Maître Izorni, à l'heure la plus solennelle de la justice française. Écoutons-le. « Ô, ma patrie victorieuse et au bord des abîmes, quand cessera-t-il de couler ce sang plus précieux depuis que nous savons qu'il n'y a plus que des frères pour le répandre? Quand cessera-t-elle la discorde de la nation? Messieurs, au moment même où la paix s'étend enfin au monde entier, que le bruit des armes s'est tu et que les mers commencent à respirer, ah, que la paix, la nôtre, la paix civile, évite à notre terre sacrée de se meurtrir encore. Magistrats de la haute cour, écoutez-moi, entendez mon appel. Vous n'êtes que des juges, vous ne jugez qu'un homme, mais vous portez dans vos mains le destin de la France. L'audience est suspendue dans un climat intense d'émotion. Mandaté par les magistrats de la Cour, un chroniqueur judiciaire, Jo London, se précipite sur le bâtonnier Payen, tente de le convaincre de ne pas gâcher cette émotion. Le bâtonnier ne veut rien entendre. Il a dit qu'il plaiderait le dernier, il plaidera le dernier. Et à 18h15, il reprend la parole longuement, très longuement, inutilement. Il est le bâtonnier Payen, le grand bâtonnier Payen, et tandis qu'il parle pendant des heures, l'émotion incontestablement créée par Jacques Izorni, cette émotion se dissipe, s'oublie. À 21h, le bâtonnier se décide à terminer par ces mots inattendus « Vive la France !» À l'invitation du premier président, le maréchal reprend alors la parole et fait une brève déclaration, très digne, probablement pensée et rédigée avec le concours de Jacques Izorni. Il termine ainsi. « Disposez de moi selon vos consciences. La mienne ne me reproche rien, car pendant une vie déjà longue et parvenue par mon âge au seuil de la mort, j'affirme que je n'ai eu d'autre ambition que de servir la France. » Le président déclare les débats clos et la Cour se retire pour délibérer. C'est l'heure des jurés. Pendant les longues audiences de ce long procès, ces hommes ont entendu se découvrir, se développer, s'expliquer le cas Pétain. C'est à eux maintenant de parler. Pétain est-il coupable? Du délibéré de ces juges, nous sommes censés ne rien connaître. Mais grâce aux révélations du premier juré parlementaire, Gabriel Delattre, révélations recueillies 20 ans plus tard par Alain Decaux, nous savons tout ou presque tout. Tout d'abord, le procureur général Mornay aurait indiqué à l'un des jurés, Pétrus Faure, qu'il avait demandé la peine de mort, mais qu'il ne fallait surtout pas la prononcer. Ensuite, il semble acquis également
que les 3 magistrats aient d'entrée de jeu proposé de prononcer une peine en complète désuétude depuis la monarchie, le bannissement pendant 5 ans. Par contre, un collaborateur du général de Gaulle, Gaston Palevski, aurait demandé aux jurés de la Résistance de voter la mort en les assurant que le général exercerait son droit de grâce. Un premier vote a lieu sur la culpabilité. Le crime d'intelligence avec l'ennemi, donc la trahison, est retenu contre le maréchal par 18 voix contre 8. L'attentat contre la République aussi. On passe ensuite au vote sur la peine. La peine de mort est prononcée à la majorité d'une seule voix. 14 pour, 13 contre. Une voix seulement. Peut-être la voix d'un parlementaire communiste que Maître Lemaire a omis de récuser. Peut-être une voix que l'émotion créée par Maître Izorni avait un instant détournée de son but. On ne le saura jamais. C'est le premier juré résistant qui prend l'initiative d'accompagner la condamnation d'un vœu demandant que la peine ne soit pas exécutée, ce qui facilitera la grâce promise par le général de Gaulle. Ce vœu est voté par 17 voix, donc également par des jurés ayant voté la peine de mort. La Cour revient à 4 heures du matin avec l'arrêt qui prononce la condamnation à mort du maréchal. Cet arrêt a été rédigé et motivé par les jurés eux-mêmes, les magistrats n'ayant pas voulu se charger de cette tâche. Pendant ce temps, le maréchal somnole dans la chambre qu'on lui avait aménagée dans le greffe de la cour. On le réveille, il retourne à l'audience. Il entend alors cet arrêt qui le condamne à mort. Son épouse pleure. Peut-être le maréchal n'a-t-il pas compris la sentence. Maître Izorni lui explique qu'il ne sera pas fusillé. Et il aurait eu alors cette réplique étrange. Ils sont bien gentils. Aussitôt après, il est emmené au fort du Portalet et quelque temps plus tard transféré au fort de l'Île-Dieu où il mourra en 1951. Si le procès judiciaire s'est éteint le 15 août 1945 à l'aube, il n'est pas certain que l'histoire ait encore rendu sur Philippe Pétain le jugement que lui-même appelait de ses vœux au lendemain de Montoire. Tout au plus est-il permis de dire que les historiens les plus sérieux, ceux qui ne sont pas des nostalgiques du maréchal, ceux-là ont conforté le principe de la condamnation. Henri Rousseau et Éric Conan ont raison. Vichy est toujours un passé qui ne passe pas. Les vieux lecteurs du Figaro se rappelleront François Mauriac écrivant « Ne reculons pas devant cette pensée qu'une part de nous-mêmes fut peut-être complice à certaines heures de ce vieillard foudroyé. » Le procès de Philippe Pétain fut à bien des égards un procès fantôme. Il eut le mérite d'exister, mais a-t-il atteint son but, réconcilier les Français dans une France unie? Rien n'est moins sûr.